Bonjour à toutes et tous. Excusez-nous de vous avoir fait un petit peu attendre. On a un sujet qui va être, je suppose, passionnant dans ces amphis, car je sais qu'autour de nous, nous n'avons que des lutteurs. Et ce choix de titre, retour de l'inflation et retour de la lutte des classes, n'est pas vraiment un hasard. L'enjeu est si grand que normalement, on devrait avoir la participation de Jean-Luc Mélenchon d'un moment à l'autre. Et dès qu'il sera là, nous lui passerons la parole parce que vous savez que le temps lui est compté sur ces amphis et il a un message très important à nous passer sur ce sujet, notamment de la lutte des classes, l'image du Front populaire tel qu'il voudrait le dresser et auquel nous devrons participer à cette construction. Je me suis entouré de, de lanceurs d'alerte. Sachez que depuis plus de 10 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas, Philippe Juravert, je m'occupe donc de l'espace des luttes. Et j'ai eu cette chance de pouvoir être soutenu dans cette démarche par Jean-Luc Mélenchon, qui, à chaque fois que j'ai pu le solliciter, a répondu présent à l'appel, et de nombreux députés que vous avez pu découvrir sur les amphis. Donc, cette inflation qui est de retour, pour les plus anciens, vous l'avez peut-être connue dans les années 70-80, pendant plus de 10 ans. Et vous avez vu un petit peu comment ça a pu évoluer, notamment pour les salariés, avec des salaires qui, au fur et à mesure, ont pu évoluer. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, le MEDEF qui a pris ça de plein fouet dans ces années-là n'a pas envie de rééditer cette expérience. Et évidemment, il y a des tas d'obstacles qui font que il y a une loi qui a essayé d'être passée. Cette loi, je l'appelle la loi donc, des baisses de salaire et non pas d'augmentation de salaire, baisse de pension et autant de discriminations sociales qui en suivent. Par contre, concernant cette lutte sociale, cette lutte de classe, on se rend compte depuis 2018 qu'il y a une forte adaptation à la lutte qui doit se créer. Avec les Gilets jaunes, moi qui suis un syndicaliste ou qui l'ai été pendant de longues années, c'est vrai que ça a été une lutte particulière à suivre. Ça a touché des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la rue, des petits artisans, des travailleurs indépendants. Et par rapport à ça, il y avait une autre demande à fournir. Pour autant, ça a déstabilisé le gouvernement aussi, qui a été obligé d'apporter des réponses. Aujourd'hui, dans cet espace de lutte de classe, on voit qu'il y a encore une évolution qui se crée. Le jeté de robes d'avocats, les luttes de grève, donc Non. Donc la lutte de classe qui s'élargit sur la classe moyenne, qu'on avait l'habitude de dire les riches, pas les riches. Aujourd'hui, on voit que cette lutte de classe, que ce soit les diplomates, que ce soit les avocats, il y a forcément des points communs qui font que, aujourd'hui, on est réunis de cette bataille. Il y a 2 points d'ancrage, les retraites et puis toutes les réformes qui sont passées et qui touchent tout le monde. Pour cela, il faut partir d'exemples concrets, et c'est pour ça que ces lanceurs d'alerte autour de moi sont ici présents, pour vous faire partager d'une part leur expérience par rapport à des luttes qu'ils ont menées très emblématiques et en même temps des propositions qui seront faites à partir d'expériences que nous avons tous vécues. Donc j'ai à côté de moi Evelyne Becker, que vous connaissez peut-être, ex-militante syndicaliste au CGT auprès des Goodyear, qui a mené une lutte acharnée auprès d'un leader charismatique, Michael Wamen, que vous devez connaître, et qui aujourd'hui est membre de l'Union populaire. On a aussi à côté de nous Gilles Bombard. Gilles Bombard, le pot de terre contre pot de fer, qui a eu l'audace d'attaquer un groupe, donc McDo, en Ile-de-France, et les faire payer au niveau de la fraude fiscale. Plus d'1 milliard. Il vous expliquera en quoi cette lutte n'est pas terminée, puisqu'en 2022, il continue encore à mener cette lutte. Et à côté de moi, à ma droite, pour dire que cette lutte se poursuit et continue, donc là, celle qui détient le record par rapport à la participation des combats féministes pour la France insoumise, qui s'occupe du livret féministe, qui a été aussi directrice de campagne de Sophia Chikirou. Rappelez-vous qu'elle a été élue quand même au premier tour, ce qui n'est quand même pas mal. Et la bataille des femmes par rapport au sujet qui nous intéresse
Elle est primordiale. Elle vous expliquera en quoi, en effet, les femmes sont en premier lieu celles qui subissent ce retour de l'inflation. Et cette lutte de classe, elle s'applique à toutes les femmes, que ce soit l'activité ou les retraites. Alors je vais passer la parole tout de suite à Evelyne, parce que Sabrina Nouri, excuse-moi. Première discrimination, je suis fautif. Je suis fautif. Tu me pardonneras peut-être, on verra, c'est pas sûr. Hein. Bon, en attendant que Jean-Luc, que je ne vous présente pas, fasse son apparition, sachez que j'ai eu ce plaisir, moi, de multiples fois de faire le Tour de France avec lui et d'aller aux Antilles. Avec des résultats mitigés, mais de bons résultats quand même aux Antilles, et des luttes, là aussi, assez charismatiques. Un certain Elie Domota, qui est un ami, et qui continue à mener une lutte, et qui nous envoie son soutien et une image que Jean-Luc a pu rencontrer. J'ai mon cousin, entre guillemets, Jean-Luc Ratenon, de La Réunion. Je le cite parce que beaucoup ici me prennent pour lui. Sachez que nous sommes deux, nous sommes deux, et nous sommes une force à nous deux aussi. Voilà, donc en attendant que Jean-Luc nous rejoigne, Evelyne, je vais te passer la parole parce que tu vas pouvoir en effet nous expliquer où tu en es de ton chemin de cette lutte des goodyears. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, un cours historique de la lutte des goodyears. Donc c'est en 2007 que la direction de ce grand groupe, de cette multinationale, a décidé de modifier l'organisation du temps de travail. Donc ce qui s'appelle les 4-8. C'est une organisation du temps de travail qui est dangereuse pour la santé. Alors ils ont fait cette proposition-là en indiquant que si elle n'était pas validée, eh bien il y aurait un plan de licenciement. Suite à un référendum, les salariés ont, à la grande majorité, refusé cette nouvelle organisation du temps de travail et la direction a mis en œuvre ou a mis à exécution ces menaces avec un plan de licenciement. Alors, il y a ce plan de licenciement alors, qui n'est pas parce que l'organisation du temps de travail a été refusée. Ils avaient quand même travaillé le terrain en diminuant petit à petit les capacités de production. C'est une stratégie habituelle dans des grands groupes pour mettre à mort l'usine, pour la rendre non rentable. C'est-à-dire que les salariés continuent d'être payés, mais il y a une production qui est de plus en plus faible et puis forcément l'usine n'est pas rentable et puis donc on dit qu'il faut la fermer parce qu'elle n'est pas rentable au regard des autres usines du groupe en Europe par exemple. Donc là en 2007, suite à cette annonce-là, se sont couplées une lutte sociale et une lutte juridique. Donc la lutte juridique pendant de nombreuses années, puisque la lutte a duré 7 ans, le tribunal de Nanterre a retoqué les différents plans de l'usine du groupe Goodyear. Et puis, il y a également cette lutte sociale avec ces grèves qui ont permis justement de maintenir un rapport de force pour dire à cette direction qu'on n'était pas d'accord avec le fait que cette usine, ils voulaient la fermer et qu'il n'y avait pas de fatalité, qu'on ne devait pas se résigner. Donc les salariés ne voulaient pas se résigner, ne voulaient pas de ce chèque qui leur était promis pour se taire et partir. Donc tout ce que voulaient ces salariés, en fait, c'était garder leur boulot. Et si cette lutte elle a duré 7 ans, c'est bien parce qu'il y avait une solidarité et puis une conjonction de ces deux luttes. Alors est arrivé un pseudo-repreneur qui s'appelait Titan, donc un Américain qui est arrivé, qui a dit que les Français étaient tous des feignants et qui a dit je reprendrai un tiers du personnel et j'assure la pérennité du site pendant 2 ans. Il a imaginé que les gens allaient courir, qu'un tiers du personnel, on faisait quoi des 2 autres tiers. Donc le projet n'a pas pu aboutir. Nous avons
avec les salariés et la CGT, nous avons présenté un projet de scope qui a été balayé d'un revers de la main par la direction et par le ministère de l'économie. Alors qu'on sait, et on en voit aujourd'hui avec l'exemple des Fralib qui commercialisent le T1336, que depuis 7 ans, leur scope fonctionne et qu'il était possible pour nous de reprendre cette usine. Ça n'a même pas été étudié par la direction. Nous avions un projet solide et pourtant il a été retoqué. Alors, en 2014, l'usine a fermé, donc 7 ans après cette annonce, donc une catastrophe sociale avec des conséquences graves, des divorces, des suicides. La mise en place d'un cabinet de reclassement grassement payé par Goodyear pour trouver des solutions d'emploi à ces presque 1200 salariés. Et on s'est aperçu forcément que ce cabinet de reclassement, c'était de la poudre aux yeux. 1 an après, la direction annonce 10% qui auraient retrouvé un emploi en CDI. Aujourd'hui, sur les 1200 personnes, on n'a pas, parce qu'on ne se voit plus, ça fait maintenant 8 ans que l'usine est fermée, donc on se croise encore avec quelques collègues, mais on n'a plus de chiffres, hein, puisqu'on n'a plus de direction, on n'a plus rien. Bon bref, on n'est plus des Goodyear. Eh bien, aujourd'hui, parce que j'ai encore des contacts avec d'anciens camarades, il y en a encore beaucoup qui sont dans la précarité et qui sont durement touchés aujourd'hui, et c'est les premiers qui sont touchés justement par cette inflation. Alors, il y a dans toute action syndicale et dans tout grand mouvement comme celui de la lutte des Goodyear, des politiques qui viennent pour filer un coup de main. Alors, en 2011, on a eu François Hollande qui est venu sur le parking de Goodyear. Il était en campagne. Il est venu sur le parking de Goodyear et il a dit moi, président, je lutterai, je légiférerai contre les licenciements boursiers. Moi, président, je ferai en sorte que les syndicalistes ne soient pas freinés dans leur activité. Et ce qu'il a fait une fois élu, c'est qu'il n'a pas tenu ses promesses, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu de loi contre les licenciements boursiers. Il a créé le CICE, qui est le crédit d'impôt compétitivité emploi. Et l'année de la fermeture, en 2014, le groupe Goodyear, qui a mis près de 1200 familles sur le carreau, a touché plusieurs millions au titre du CICE. Donc, on voit bien qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce capitaine de pédalo. Alors, plus récemment, on a eu Jean Castex, j'arrive même pas à dire son nom, qui est venu à Amiens également. Il est venu parce qu'il venait offrir 44 millions d'euros à Goodyear, l'ancienne usine Dunlop. Et puis, alors même que ce groupe avait viré près de 1200 personnes, il est venu pour donner 44 millions d'euros d'argent public. Et on a localement des politiques qui ont applaudi des deux mains pour dire oui, mais ça pérennise le site. On ne peut pas donner de l'argent public à un groupe mondial qui fait des bénéfices. Alors, évidemment que on doit dire stop à cette connivence entre les politiques et les grands groupes et ces grandes multinationales. Et c'est pour cela qu'il faut absolument qu'on se batte avec les députés pour qu'il y ait cette loi cette loi contre les licenciements boursiers. Il faut que à l'intérieur de l'usine, on puisse se battre pour dénoncer ces stratégies de mise à mort. Et c'est pas une fois que l'usine est fermée qu'on peut agir, parce que c'est terminé, on n'a plus de boulot. Alors certes, on va aller au prud'homme et puis on va avoir des indemnités, mais on n'aura plus de boulot et ça rattrapera pas toutes ces années de souffrance. Donc on doit se battre pour que cette loi-là existe. Ensuite, pour qu'on puisse agir également, il faudrait que, alors Philippe parlait de l'espace des luttes, il faudrait que localement aussi on puisse mettre en place des espaces des luttes en s'appuyant sur les organisations syndicales, parce que
elles ont des revendications, elles connaissent les rapports de force. Et c'est une force importante au même titre que les associations, que toutes les personnes qui s'engagent pour que dans les collectifs, dans les associations, dans les syndicats, pour qu'on puisse avoir en tout cas essayer d'avoir une vie meilleure. Et on doit inverser ce rapport de force parce que aujourd'hui on ne pourra pas le faire en continuant de se balader le samedi. Les marches, ok, c'est un moyen de mobilisation, mais il n'y a que la grève qui permettra d'inverser la vapeur. On est face à des groupes qui sont aidés de leurs amis politiques pour nous sucer le sang jusqu'à l'ivresse. On ne peut pas les laisser faire. C'est illégal, même si aujourd'hui il n'y a pas de loi contre ça, mais ça le paraît tellement. Alors, le titre de la conférence, c'est Retour de l'inflation, retour de la lutte des classes. La lutte des classes, elle existera tant qu'il y aura des capitalistes qui continueront de se goinfrer sur notre dos, qui continueront de nous exploiter, qui continueront de nous mutiler, de nous polluer et de nous tuer. La peur doit changer de camp. Et si on veut construire, il faut qu'on construise une unité syndicale. On a FSU, CGT, Solidaire, on a les mêmes revendications. Il faut qu'on puisse avoir cette unité et cette coordination. On avait en 95, il y avait un grand mouvement qui a fait tomber Juppé et qui a fait échouer son projet de réforme de retraite pendant un contexte d'inflation. Et cette coordination avait été au cœur de la discussion des grévistes. Il faut absolument qu'il y ait cette unité pour qu'on puisse inverser le rapport de force. La peur, je l'ai dit, doit changer de camp. Et j'en terminerai avec ça pour dire, comme Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Merci Evelyne. Eh bien, un autre groupe maintenant aussi qui a fait parler de lui. Donc Gilles, je te passe tout de suite le micro. Merci Philippe. Alors il y a beaucoup de problèmes chez McDonald's, mais je voudrais qu'on parle de l'affaire de l'évasion fiscale chez McDonald's, puisqu'elle a connu, cette affaire, un dénouement récent sur le plan pénal. Cette affaire, alors, elle a duré aussi longtemps, cette bataille syndicale, cette bataille juridique. 7 ans, bataille syndicale menée par des comités d'entreprise, par le syndicat CGT McDonald's Île-de-France. Et cette bataille, eh bien, au départ, il y a un constat fâcheux pour les salariés, mais aussi un constat fâcheux pour tous les citoyens, citoyennes que vous êtes. Puisque, comme vous le savez, McDonald's génère beaucoup d'argent. Mais nous, cet argent, on ne le voyait jamais dans les restaurants, dans les entreprises. Chaque année, on nous présentait des comptes en perte dans les entreprises. Et d'un point de vue comptable, lorsqu'une entreprise fait des pertes, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de prime de participation pour les salariés, il n'y a pas d'impôt payé puisqu'il n'y a pas de bénéfice. Alors que dans le même temps, McDonald's avait toutes les aides de l'État, le CICE, plusieurs dizaines de millions d'euros également chaque année, les aides pour les emplois jeunes, les aides pour les bas salaires. Enfin, vous avez tout un listing d'aides que je ne ferai pas, mais c'est aussi avec vos impôts que vous avez, que McDonald's a pu générer ces techniques de maximisation sauvage de ses profits. On a pu faire des expertises. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que pour faire des expertises, ce sont des armes dont disposent les comités, les CSE aujourd'hui, mais il faut avoir des syndicats forts dans ces CSE, utiliser ces droits à expertise. Et on a pu, grâce à ces expertises, eh bien, prouver un système. Le système McDonald's, c'est un système de redevance. Alors, une redevance, c'est quoi chez McDo? Eh bien, c'est le paiement d'un loyer immobilier à hauteur de 20% du chiffre d'affaires. Donc, concrètement, McDo achète un terrain immobilier, McDo construit
un établissement, un restaurant sur ce terrain et va dire à chacun de ces restaurants, eh bien maintenant, paye-moi un loyer 20% de ton chiffre d'affaires. 20% du chiffre d'affaires, c'est incroyable, ça n'a pas de sens, mais ça permet de transformer des profits en pertes. Alors on est allé plus loin, puisque à partir de ce constat-là, la question qu'on se pose, c'est où va l'argent? Où va l'argent de ces redevances? Eh bien cet argent, il va dans les paradis fiscaux, au Luxembourg, paradis fiscal, pour esquiver le paiement de l'impôt en France. Au Luxembourg, McDonald's payait un impôt 29 fois inférieur à ce qui se faisait en France. Et lorsqu'une entreprise ne paye pas d'impôt, ça sera toujours à la fin le salarié qui payera l'impôt que son patron ne paye pas. C'est toujours le salarié qui passe à la caisse à la fin. Avec tous ces constats, eh bien, on a décidé de porter plainte pour fraude fiscale au départ. Mais en matière fiscale, eh bien, c'est Bercy qui est compétent et on a rencontré le fameux verrou de Bercy à l'époque. Alors, verrou qui a été réformé depuis, mais donc concrètement, lorsqu'une infraction fiscale est commise, Bercy a la possibilité de dire « je poursuis pas ». Donc pour nous, bien sûr, eh bien, il n'y a pas eu de poursuite. Mais on a continué à les pourchasser. Et on a contourné ce verrou de Bercy en allant sur le terrain pénal et en déposant une nouvelle plainte pour blanchiment de fraude fiscale cette fois-ci. Et on a en même temps musclé notre jeu puisqu'on a fait appel à une avocate que vous connaissez, je pense, Eva Joly, pour saisir le parquet national financier jusqu'à les faire payer 7 ans après, au mois de juin 2022, 1,245 milliard d'euros. Alors précisons-le tout de suite, j'ai rien touché de cet argent. Voilà, il y a des rumeurs qui circulent. Non, je n'ai pas eu de commission sur cette amende. En tout cas pas pour l'instant, puisque cette amende, elle répare le préjudice de l'État. C'est une forme de transaction qui a été faite entre McDo et le parquet national financier. Et cet accord, eh bien, ne prend pas en compte le préjudice qu'ont subi les salariés, mais j'y reviens après, ce n'est pas fini. En tout cas, maintenant, d'un point de vue syndical, on a un nouveau front qui s'ouvre. Il est possible, dans les entreprises, de mener une bataille contre les pratiques d'évasion fiscale des entreprises. Avec cet exemple, on peut construire des stratégies. Tous les salariés des grands groupes peuvent être concernés par ces pratiques d'évasion fiscale. Alors, c'est pas simple, puisque au départ, nous aussi, tout le monde nous donnait perdant. Mais les seules batailles perdues d'avance sont celles que l'on ne mène pas. Et cet exemple en appelle d'autres. Cet exemple en appelle d'autres, puisqu'on a appris par voie de presse que chez General Electric, les salariés vont agir eux aussi avec le même angle d'attaque, du blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Donc, on va avoir, on l'espère, d'autres exemples et d'autres batailles qui seront menées dans les entreprises. Alors pour les salariés maintenant, pour les anciens salariés de McDo, donc je vous l'ai dit, pour l'instant notre préjudice n'est pas réparé, mais la situation est nouvelle, puisque maintenant qu'on a une décision au pénal qui nous dit qu'il y a eu de l'évasion fiscale chez McDo, qu'il y a eu de la fraude fiscale, nous elle nous a impacté directement. C'est chaque année 2 à 3 mois de salaire que nous n'avons pas pu avoir, ce que c'est tout cet argent-là qu'on aurait pu avoir au titre de la prime de participation si les vrais bénéfices avaient été déclarés. Alors, je vous l'ai dit, la situation est nouvelle. Des procès civils vont pouvoir s'ouvrir pour les anciens salariés et pour les salariés d'aujourd'hui. Donc, on arrive. Bravo Gilles. Alors maintenant, je vais pas oublier de citer Sabrina Nouri. J'ai oublié de dire qu'elle était aussi syndicaliste sud bancaire. Donc tu connais très bien ce sujet. Et donc on va passer tout de suite la parole à Sabrina. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous, merci. Alors juste, je précise, Sud
solidaire, BPCE Île-de-France. Merci, ouais, camarade. Ouais. Alors moi, de mon côté, je vais plutôt présenter l'inflation et la lutte des classes à travers un autre prisme, un autre angle. Donc l'inflation résulte de l'application des politiques économiques des classes dominantes. Donc ces classes dominantes se traduisent donc par une société patriarcale. Les classes dominantes, qui restent aujourd'hui masculines, et même si sur les dernières années, il y a des avancées, et je remercie le phénomène MeToo, nous sommes encore bien loin du compte, mais vraiment loin. Avec l'inflation, la situation s'aggrave et accélère la précarité, puisque la hausse des prix ne s'accompagne pas avec la hausse des salaires. Et la précarité, donc, est une situation dans laquelle se mêlent insécurité, instabilité et pauvreté. Et donc la précarité, enfin en France, le visage de cette précarité est donc en grande partie féminin. Alors oui, la précarité, c'est les femmes. Alors pour vous situer un petit peu le contexte dans lequel ces femmes luttent, survivent, je vais vous donner quelques chiffres. Donc 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. 80% des familles monoparentales sont composées par des femmes et des enfants. Plus de 62% des emplois non qualifiés sont... C'est bien, vous suivez. Plus de 3/4 des 1,5 million de personnes en sous-emploi sont des femmes. Plus de 70% des CDD et des temps partiels sont des femmes. Les 2/3 des salariés en bas salaire sont des femmes. Plus de 28% des personnes exposées aux risques psychosociaux dans les entreprises sont des femmes. La liste est longue. Les chiffres, je peux encore comme ça vous en faire plein. Vous avez compris l'enjeu. Pour les retraités, même combat. Les femmes perçoivent une pension de droit direct presque 2 fois plus faible que les hommes. Donc les facteurs cumulatifs de précarité auxquels les femmes sont exposées trouvent leurs origines dans le fondement culturel et le rôle qui leur est assigné dans la société, y compris au regard de l'emploi. Même s'il faut reconnaître que depuis ces dernières années, une avancée, on va dire faiblarde, avance sur les conditions, c'est-à-dire les emplois dits de cadre. On avance, mais n'empêche que l'écart salarial reste encore aujourd'hui de 22%. Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, la précarité, c'est les femmes. Donc l'inflation, avec tout ce que je viens de vous exposer, touche d'abord, en premier, les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lutte. Eh bien, on lutte. On lutte car la lutte des classes passe par la lutte des femmes. Et on le voit bien. On le voit bien avec la crise sanitaire, sur ce qui s'est passé. On a mis en lumière toutes les personnes qui avaient un métier dit invisible. Caissières, aides-soignantes, femmes de ménage. Et je profite de cette tribune pour vous dire qu'on est tellement fiers, on est si fiers d'avoir pu vivre ce moment, de cette députée, femme de chambre, qui a lutté avec ses camarades pendant des mois et des mois pour ses conditions de travail, pour son augmentation de salaire. Madame Rachel Keke, bravo à elle et félicitations. On l'adore. Donc, il faut remettre en cause
le modèle de précarité des métiers de femmes invisibles, leur statut, leur salaire. Il faut une conférence interprofessionnelle des salaires. On le sait tous. Il faut l'appliquer. Il faut se battre pour qu'elle ait lieu. Agissons par exemple aussi pour que plus de femmes soient orientées vers des métiers scientifiques ou de la tech. Agissons aussi pour que, par exemple, le maintien et la réinsertion des femmes de plus de 45 ans soient facilités. Mais ce qui est sûr, c'est que l'émancipation économique des femmes doit être notre priorité absolue. Parce que si on attend les dirigeants, si on attend nos sachants qu'ils s'engagent sur une société non patriarcale, eh bien on peut attendre longtemps. À nous de nous organiser, à nous de lutter parce que la lutte où les femmes doivent s'affirmer est aujourd'hui, maintenant on le sait, une nécessité maintenant vitale. Sans la lutte quotidienne pour faire avancer la société actuelle, les conditions des femmes ne changeront pas. Il y a donc une nécessité de déclencher le plus possible, partout, la convergence des luttes. La lutte pour l'émancipation des femmes ne pourra pas être entièrement victorieuse sur la base d'une société où l'immense majorité de la population est dominée, est contrôlée et exploitée par, je vais dire des gros mots, par les banquiers, par les capitalistes même. Alors d'ailleurs, dans l'histoire, ça s'est vu, que la lutte des femmes a déclenché même des révolutions. Dans l'histoire des révolutions, et à plusieurs reprises, on constate que ce sont les femmes qui les ont déclenchées. Alors, j'ai envie de vous dire, chiche, pourquoi pas la prochaine ? L'inflation est donc un accélérateur de la transformation de la société. Et j'espère que l'ensemble des organisations syndicales, les gens, les militants vont se saisir de cette limite, de cette opportunité pour lutter, converger et faire avancer nos droits et nos acquis. Ce phénomène remet en question quand même nos modes de production, nos consommations, y compris le dérèglement climatique, qui doit être un cap clair pour les militants que nous sommes, et enfin se donner les moyens d'éradiquer les racines du capitalisme. Alors oui, je finis très rapidement. Alors oui, il y a l'inflation. Il y a le retour de l'inflation. Oui, il y a le retour des classes, c'est inévitable. Mais moi, je rajouterai, pas sans les femmes et pas sans les essentiels. Merci. Bravo Sabrina. Bravo. Je serais tenté de dire debout les femmes. Ça me rappelle ce merveilleux film donc de François Ruffin, Gilles Perret. Hier, nous étions nombreux à aller voir le film de Gilles Perret, Reprise en main, qui n'est pas sans rappeler ton intervention, Gilles, à savoir des ouvriers qui se déguisent en financiers et qui décident de reprendre leur usine. C'est quelque chose de merveilleux qui montre un petit peu cette transition qui se passe entre le monde syndicaliste et l'implication citoyenne à l'intérieur des entreprises. Vraiment un film merveilleux qui donne la chair de poule. Et je remercie encore Gilles de nous avoir donné encore cette idée qu'on a envie de développer avec vous. Et c'est un formidable lanceur d'alerte, lui aussi. Un petit message que je voudrais donner. La Confédération paysanne, qui se trouve juste derrière nous, organise demain les vendanges sur le domaine de Bernard Arnault. C'est quand même pas rien ça, hein. Demain à 9h. Alors si vous voulez en savoir plus, vous irez les voir. Mais je pense que c'est quelque chose qui risque de faire du bruit pour celles et ceux qui pourront y participer. Nous sommes dans la Drôme. J'ai été voir mes camarades de la CGT
de la Drôme, je ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de donner la parole au secrétaire de l'UD qui forcément donnera un message de soutien à toutes les luttes qui se passent dans son département. Il va nous le donner? Je ne le connais pas. Vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour, merci Philippe. Alors ouais, je suis le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT de la Drôme. Et on est très heureux d'accueillir les amphis depuis 3 années dans notre département. Alors depuis l'automne 2021, tous les tarifs ils augmentent, mais pas les salaires. Les prix ils grimpent. Les travailleurs, en fait, ils obtiennent de moins en moins de valeur d'échange avec leur salaire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que les salaires, ils baissent. Mais globalement, depuis l'arrivée de Macron, les reculs en termes de droit du travail, en termes de protection sociale, de conditions de travail, eh ben, ils sont complètement en recul permanent. Et qu'est-ce qui va nous rester là ? On arrive aux portes d'un nouveau quinquennat. Qu'est-ce qu'on fait ? Pendant 5 ans, là, on a été complètement sur nos gardes. On a été complètement mis à mal. Donc il y a la suite, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le patronat, il est boosté par un président des riches menant une politique anti-ouvrière, anti-classe populaire. La crise du Covid et maintenant la guerre en Ukraine sont utilisés pour continuer à transférer la valeur ajoutée dans la production des richesses des mains des travailleurs vers les poches des actionnaires. Mais la colère des jeunes, des travailleurs, des retraités, elle doit trouver un débouché. Et il n'y a qu'un moyen, c'est de bloquer Macron. Le 29 septembre, il y a un appel à la grève interprofessionnelle. Avec des revendications, un SMIC à 15 € de l'heure, les retraites à 60 ans, baisser le temps du travail à 32 heures, mais également, il manque une revendication essentielle. Il manque le blocage des prix aussi. Mais c'est à nous de les porter, ces revendications. Mais pour que les revendications elles aboutissent, il faut les imposer. Macron et son gouvernement ne sont pas des alliés. Par contre, je pense que la FI pourrait appeler plus ouvertement à la grève du 29. Parce que les luttes syndicales, elles ne sont pas différentes des luttes politiques. La grève du 29 septembre est une grève politique. Est une grève pour une étape pour mettre un coup d'arrêt à la politique de Macron. Donc il faudrait, entre autres, par exemple, construire un front unique regroupant les syndicats, les associations, les partis politiques de gauche. Mais également, les syndicats, les syndicalistes, ils ont besoin de se reconnaître dans un parti de masse. Un parti qui soit prêt à lutter en permanence pour ses intérêts. Les intérêts des jeunes, des travailleurs, des retraités. Il faut être prêt en permanence à prendre le pouvoir. Parce que la lutte des classes en France, comme au Sri Lanka, démontre que les classes dirigeantes au service des capitalistes sont vouées à être balayées par les classes populaires. Et le rôle des travailleurs de la classe ouvrière, elle est centrale pour construire une nouvelle société. Une société qui soit égalitaire et solidaire, une société socialiste. Merci. Merci mon camarade. Bon, cet appel, il va précéder l'intervention de Jean-Luc qui ne devrait pas tarder. En tous les cas, sachez que ça me fait chaud au cœur parce que construire ce front populaire, ça a été notre bataille à l'espace des luttes. Ça a été notre bataille. Je suis issu d'un milieu syndicaliste. J'ai travaillé près de 30 ans à la RATP.
Et vous savez, dans ces milieux forts syndicaux, faire de la politique, ce n'est pas quelque chose qui forcément est bien vu. Pour autant, issu de ce secteur, j'ai pris mes responsabilités en tant que syndicaliste. Et aujourd'hui, par exemple, dans le conseil régional, je suis tout heureux de voir des conseillers politiques, comme Julie Garnier, que j'aperçois, c'est pour ça que je la cite, qui est juste ici présente, intervenir, vous ne savez pas, ô combien brillamment dans les luttes. Et je suis très fier de voir comment elle est accueillie par Transdev, la RATP, les cheminots. On ne peut plus faire une AG sur Paris sans la présence de Julie Garnier, ici présente. Eh bien, c'est ce qu'on attend de tout citoyen aujourd'hui, tout citoyen, citoyenne impliqué politiquement. On n'attend rien d'autre. Donc c'est vrai que quand vous recevez des appels de syndicalistes, il m'arrive d'échanger avec Philippe Martinez, quand vous recevez des appels de syndicalistes en disant il faut, comme c'était le cas là, il faut vous impliquer, il faut faire ci, il faut faire ça, on va le faire, mais on va le faire ensemble. Ce 29, évidemment qu'on l'a en tête, on y sera nous, on y sera, on ne va pas attendre qu'on nous invite. Ce mouvement, il nous appartient aussi, syndical. Dans les entreprises telles qu'elles existent, ce mouvement citoyen, il va falloir qu'il redevienne un moyen politique d'investir les entreprises. Ça ne va pas être simple. Quand on voit que syndicalement déjà, les heures syndicales, ou en tous les cas, tous les moyens syndicaux qui peuvent exister ont quasiment disparu. Mais pour autant, la politique, elle n'a pas disparu. Vous avez eu tout à l'heure des présentations de députés, vous allez encore en voir, je pense, toute la journée, et vous allez pouvoir découvrir que ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui constituent un maillage dans notre pays vont pouvoir se mettre au service de tous les groupes d'action. Et ces groupes d'action, ils ont pour mission d'investir les entreprises et tous les moyens d'action pour qu'en effet, on puisse construire ensemble ce front populaire dont on a besoin. Oui. Le capitalisme ose tout. Vous l'avez tous entendu. Ose tout. Quand on voit des sénateurs, alors certes de droite, mais peut-être pas que, pour autant, s'attaquer comme ça aux retraités, aux étudiants boursiers, et faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir ce pouvoir d'achat. Vous voyez que ce Sénat qu'on a peut-être ignoré pendant un certain temps, la NUPS n'existe pas. Mais là aussi, il va falloir peut-être y mettre un bout de son nez et voir qu'il puisse se passer autre chose. Ne pas les laisser agir et faire comme ça. L'Assemblée, aujourd'hui, elle fait peur. Elle fait peur parce que, en effet, vous avez des expressions spontanées de députés qui dénotent un petit peu de l'établissement politique tel qu'on l'a connu. Sauf que quand on entend, en effet, Rachel Keke interpeller comme ça des députés, mais regardez leurs jeunes, ils ne veulent pas représenter le peuple et pourtant c'est le peuple qui s'adresse à eux. Donc on est tout heureux de les voir incarnés comme ça par le peuple. Si l'Assemblée parlementaire est incarnée par le peuple, le Sénat aussi doit être incarné par le peuple, la région est incarnée par le peuple. Nous devons reprendre les régions également. Tout ce combat, nous devons le faire ensemble. Donc l'espace des luttes, oui, l'espace des luttes va pouvoir en effet se développer d'une autre manière, de telle manière qu'elle puisse en effet faire que les femmes puissent prendre leur part dans ce combat et qu'elles puissent être représentées, faire en sorte que par département, ils puissent être représentés. Quand je vous dis ça, c'est des choses qui, pour notre mouvement, étaient tabous il y a encore quelques temps. Hein. Parler de structuration de notre mouvement, oh là là. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que, vu les dimensions que nous prenons, il y a un exercice qu'il nous faut faire, et notamment dans le schéma de l'organisation. Donc pour l'espace des luttes, si on veut pouvoir continuer à exister, à être prégnant, à pouvoir véhiculer notre parole politique, en effet, il va falloir qu'on puisse exister de partout, par l'intermédiaire de nos députés, l'intermédiaire de nos élus en général, et par l'intermédiaire des mouvements citoyens et citoyennes. Personne ne doit se sentir exclu. Alors on avait l'intention de pouvoir donner la parole à quelques intervenants. Mais c'est vrai qu'au départ, Jean-Luc ne nous avait pas pour autant fait cette promesse de pouvoir débattre. Et quand il a vu le sujet que nous proposions, il s'est empressé de nous dire « je tiens à dire un mot ». Mais comme
il est légèrement en retard. Si un ou une personne, je te regarde Julie, où tu le vois? Il arrive? Ah ben il arrive. Tant pis pour vous, ça sera peut-être pour plus tard. Mais vous voyez, Julie, elle est acclamée de partout. Hein. C'est bon? Julie, tu peux dire un petit mot quand même? Tu vas nous porter bonheur. De partout où elle intervient, elle nous porte un petit peu bonheur. Et ça sera juste avant Jean-Luc. Et puis je sais que là, tu n'auras pas de mal à pouvoir faire la transition. Je dirais qu'un mot pour être rapide parce que Philippe, qui est mon fidèle allié au Conseil régional Île-de-France face à Valérie Pécresse, que vous connaissez tous, bien évidemment. Ah oui, vous la connaissez, ouais. Effectivement, je vois qu'il y a un petit... Juste pour dire, les luttes sont fondamentales. Quand on rentre dans la lutte, on est transformé. Quand on rentre dans la lutte, au début, on croit qu'on se bat pour un droit ou contre une décision qui est absurde, injuste. Et ensuite, on se rend compte qu'on se bat avec nos collègues, qui deviennent nos amis. Et on se bat ensemble pour nos droits. Et après, on se rend compte qu'on se bat non pas seulement pour nos droits, mais pour une vision de la société. Parce qu'on se bat contre une société qui est injuste. Et quand on sort d'une lutte, on ne sort jamais de la même manière que comme on est rentré. Voilà pourquoi les luttes sont le premier lieu politique. Voilà pourquoi les luttes sont fondamentales. Voilà pourquoi il faut y aller. Voilà pourquoi il faut les soutenir. Voilà. Merci, alors voilà, le premier des combattants de notre espace des luttes, Jean-Luc Mélenchon, on est tout heureux. On lui laisse même pas le temps de souffler. On est tout heureux de pouvoir lui donner la parole. Oui. Bon, alors d'abord, ça a dû être au début, pardon, je fiche la pagaille comme d'habitude. À la fin, je viens juste d'entendre Julie, je ne sais pas ce que les autres ont dit, mais ce qu'a dit Julie, moi, je le partage à 100%. Et en particulier l'aspect qu'elle a évoqué, qui est ce que la lutte transforme dans le cœur et la manière d'être des gens qui rentrent dans la lutte. Et cette capacité à être... tout d'un coup briser les cloisonnements qui séparent les individus, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Ça fait aussi partie de notre éducation, d'être à distance et de négocier cette distance d'une personne à l'autre. Le moment où elle s'abroge dans l'effort commun, qui est la lutte, et la transformation que ça produit sur l'individu, ça nous intéresse, parce que c'est une capacité d'empathie qu'il s'agit non pas de réfréner, mais de cultiver. Parce que maintenant, nous avons à assumer quelque chose que nous avons du mal à mettre en mots, qui est notre empathie avec le monde dans lequel nous vivons. Je ne sais pas qui était là hier soir, qui s'est tapé les 2 heures de cet interminable discours. Mais bon, je vous ai expliqué que quand une forêt brûle, il n'y a pas que la forêt qui brûle, il y a vous qui brûlez aussi, et vous le savez tous. Vous ne savez pas comment le dire, mais vous le savez. Nous savons que nous sommes absolument, totalement impliqués dans le monde dans lequel nous vivons. Là, on doit parler de la lutte et de la question de l'inflation. Alors, je vous redis, mes camarades, pour ceux qui sont des camarades, mes amis pour ceux qui sont des amis, et puis tous les autres parce que bienvenue ici. Voilà, l'inflation met à l'ordre du jour une modification du rapport de force entre les classes sociales. Parce que dans le cas particulier de la répartition de la richesse produite entre le capital et le travail, hein, je refais le côté cours de formation. Quand vous travaillez 10 heures, vous produisez 10 heures de valeur de marchandises, mais vous n'êtes pas payé pour la valeur que vous avez produite pendant 10 heures. Vous êtes payé pour la valeur de, je sais pas quoi, je vais dire un chiffre au hasard et que ça n'aille pas être trop compliqué parce que pour les maths, c'est pas mon domaine, mais vous êtes payé la valeur de 2 heures de ce que vous avez produit ou 1 heure de ce que vous avez produit. La logique, là on parle stricto sensu du rapport capital-travail dans la répartition de la richesse.
Donc la logique du capital, ça va être d'étendre sans cesse la zone pendant laquelle vous travaillez et on ne vous paye pas la valeur que vous avez produite. Donc le travail gratuit, étendre la zone du travail gratuit, ça consiste à vous faire travailler plus longtemps dans la journée, dans la semaine et puis dans la vie. Donc cette bataille-là, qui tourne autour du temps de travail et le partage de la richesse produite, c'est la bataille centrale. Je vois mon pote Prud'homme qui pourrait faire la leçon mieux que moi. C'est la bataille centrale entre gauche et droite depuis que ça existe. Alors, si le mot gauche a été beaucoup galvaudé, je m'aperçois que celui de droite, par contre, il est bien resté le même. Hein. C'est bien le même genre d'exploiteur, quelle que soit la génération. Alors, bon, maintenant... alors, dans cette répartition-là, vous voyez bien que c'est un rapport de force. Parce que c'est la logique même du système. Il va essayer de pousser le plus loin possible le cliquet du partage. Évidemment, en faveur de l'actionnaire. Et ça va prendre des proportions. Quelle est la limite ? Je vous repose la question parce que ceux qui ne connaissent pas la réponse, comme ça, ils vont la prendre une bonne fois et pouvoir la réciter toute leur vie. Hein. Quelle est la limite à l'exploitation capitaliste ? La résistance à l'exploitation. Voilà. Quelle est la limite ? Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de limite. Il y a de la résistance, il y a une limite. Voilà. Et après, il y a la conquête. Donc, l'inflation, ça veut dire, pour résumer, faire simple, on ne va pas expliquer le mécanisme de l'inflation, une bonne partie est purement spéculative. C'est-à-dire, des gens ont décidé d'augmenter le prix auquel ils vendaient une marchandise sans qu'il y ait eu, au point de départ, une augmentation du coût des matériaux de cette marchandise. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est l'inflation qui est réelle, parce que réellement, le coût pour fournir quelque chose a augmenté. Mais à un moment ou à un autre, vous retrouvez la spéculation. Peu importe. On va constater 5, 6%, 7%, on parle d'aller jusqu'à 10% d'inflation. 10% d'inflation, enlevons l'aspect de la critique de la consommation, hein, la critique consumériste, on la met de côté, c'est un autre sujet. Ça veut dire que vous diminuez de 7, 8, 10% votre capacité à acquérir ce dont vous avez besoin, que ce soit des besoins fondamentaux ou même des besoins qui ne le sont pas. Mais après tout, on fait bien ce qu'on veut, non, quand même. Bon, on ne va pas non plus dicter le comportement quotidien des gens. Donc, la liberté suppose que vous ayez aussi cette possibilité de choix dans la dépense que vous faites. Là, la possibilité de choix, pour un tas de gens, elle est égale à 0, parce qu'il s'agit juste de survivre. Et donc de prendre en main les dépenses. Et dans cette dépense fondamentale et de survie, 10% de moins. Mais ce n'est pas juste que vous perdez 10%, c'est que ça modifie le rapport de force. Parce que l'autre en face, il n'a pas diminué de 10% ce qu'il prend. Tout le monde suit ? Ou je recommence ? Ah. Une fois, j'ai fait ça dans un meeting. Je parlais des impôts. J'ai dit, tout le monde a compris. Il y a un mec pour rigoler. Il dit, non, pas moi. Je dis, je recommence. Tous les autres, ah pas, non. Il y en a encore pour 2 heures. Je vois que l'expérience vous a rendu prudent avec moi. Non, non, je ne recommence pas, promis. Bon. Donc, si vous allez perdre 10 et l'autre, il perd rien, si en même temps la masse de richesse s'est accrue, et donc la masse accumulée par quelques-uns, clairement, ça modifie le partage, la condition de base du partage. Plus pour un, moins pour l'autre. Bon, mais ces choses-là, ce n'est pas que de la mathématique, c'est des rapports vivants, humains. Donc, par la force des choses, l'inflation est un accélérateur de la lutte de classe. Parce que même si vous êtes le ramollo de service qui est toujours d'accord avec tout, il y a un moment où vous êtes d'accord, vous n'êtes plus du tout d'accord, parce qu'il s'agit de se passer de gaz, ou parce qu'il s'agit de se passer d'électricité, ou parce qu'il s'agit de supprimer un repas de plus, alors que vous en avez déjà supprimé un. Donc c'est un accélérateur de lutte de classe, parce que même la personne la plus... qui vient vous dire, écoutez, moi je ne peux pas m'en occuper, il ne faut pas m'en vouloir, mais je suis déjà tellement dans la mélasse que je ne peux pas en plus aller prendre le risque de perdre mon boulot ou de me fâcher, etc., etc. Même ceux-là, ils se mettent en mouvement. Et à quel endroit ça va craquer ? Je vous l'annonce d'avance, du côté des femmes. C'est par là que la radicalité de la situation, mais vous allez voir, non, non, ce n'est pas une flatterie genrée. C'est précisément parce que la société est genrée, très genrée, et que la répartition des tâches entre hommes et femmes fait qu'un nombre immense de femmes ont en charge la totalité de ce qu'il y a à faire dans la vie de famille. C'est pour ça que quand elles se mettent en mouvement, vous pouvez vous dire tout est perdu pour le pouvoir. Parce qu'elles ne le font pas pour posture. Et il n'y a aucun élément, je dirais, d'ostentation de la lutte.
c'est que si elles se mettent en mouvement, c'est qu'il leur faut un résultat tout de suite. Quand elles se mettront en mouvement dans les luttes sociales, tout est perdu pour le pouvoir. Toutes les révolutions du passé arrivent à leur point de rupture quand des milliers de femmes se mettent en mouvement. Et pour les raisons que je viens de vous dire. Deuxième chose, c'est les jeunes. Pareil, la masse de la jeunesse a été précarisée, surexploitée. 50% des étudiants sont obligés de travailler pour payer leurs études. J'ai connu ça quand moi-même j'étais étudiant, mais je vous garantis qu'on n'était pas 50% à aller devoir bosser. Alors, il fallait voir comment on bossait. Bon, donc c'est pas une bonne idée hein, de mettre un jeune qui fait des études à aller faire autre chose. Non, il faut qu'il étudie. En attendant, c'est eux qui vont être les plus tapés. Le régime des bourses, il est question de le modifier. Alors, pour ceux qui avaient des bourses, le pouvoir prévoit évidemment que ça ne soit plus des bourses. Pourquoi il fait ça? Parce que son intérêt, c'est que le marché de l'enseignement se crée. Et donc, il y ait une offre privée d'enseignement de plus en plus grande. Et ils sont en train d'y arriver. Parce que la bascule du public au privé, elle s'observe dans toute une série de secteurs de l'éducation. Et plus ils dévastent l'éducation, plus ils se mettent en situation d'augmenter la part du privé. Et en même temps, plus ils transforment les conditions dans lesquelles s'exerce l'éducation nationale, plus ils le rapprochent du système privé, c'est-à-dire des établissements autonomes en concurrence les uns avec les autres, avec un directeur d'école qui est un directeur d'entreprise. D'accord? Donc ils font deux choses en même temps. Et quand Macron vient tenir la réunion de rentrée des recteurs, ce qui n'est pas du tout son boulot, et qu'il vient dire l'enseignement n'est pas à la hauteur, il n'a pas un mot pour dire pourquoi. Parce que là où il n'est pas à la hauteur, c'est parce qu'il n'y a pas eu les moyens, parce qu'il n'y a pas eu les profs, parce qu'ils ont fait la politique que vous connaissez. Maintenant, nos plus jeunes vont être frappés directement parce que, un, pas plus de boulot qu'avant, deuxièmement, l'inflation, c'est aussi pour eux, et le blocage des salaires, pas des prix, c'est aussi pour eux. Ça fait donc 3 sources d'aggravation, plus le fait que les bourses, le système des bourses va être mis en cause, puisqu'ils veulent introduire dans le calcul des revenus des jeunes étudiants, l'APL, quand vous avez une APL que vous louez. Tout le monde sait quelle galère c'est de trouver un logement qui ne soit pas en même temps une escroquerie quant au loyer. Par conséquent, la jeunesse, qui est la partie de la population qui, si vous voulez, a pour l'instant le moins de dettes sur le dos, le moins de traites pour la voiture, pour la maison, etc., va se trouver frontalement agressée. Je prends quelques exemples, c'est pour vous dire que la modification d'un rapport de force entre les classes, ça ne s'est jamais passé tranquillement dans la répartition de la richesse. Et donc, vous avez X secteurs qui sont appelés à se mettre en mouvement. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais personne n'avait prévu le mouvement Gilets jaunes, vous vous en souvenez? Eh bien, vous devez vous attendre à quelque chose qui en soit la répétition, sous une autre forme, mais qui aura quelque chose en commun avec. C'est les assemblées citoyennes. C'est-à-dire des gens se regroupent, se mettent à discuter, décident de leur action, et ils mettent en place quelque chose qui ressemble à un double pouvoir. Le double pouvoir, c'est vous êtes à un rond-point, les flics vous disent dégagez de là, et vous vous dites non, on reste. Bon, il y a deux pouvoirs. Vous savez comment ça se termine? D'accord? Non, mais d'accord, mais c'est une réalité. Les gens l'ont fait, ont été courageux, ont essayé de dépasser ça. Et la pente que va prendre le pouvoir macroniste, c'est celle de la violence. Parce que, fondamentalement, le néolibéralisme est antidémocratique. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter que les gens se mêlent de leurs affaires en commençant par voter. Ce n'est donc pas par hasard et pas par la volonté, d'une manière générale, des fonctionnaires de police, même si on trouve toujours des gens pour faire les basses besognes, que 32 personnes ont été éborgnées. 1 ou 2, on aurait pu dire on a manqué de discipline ou d'organisation. 32, c'est une méthode. L'éborgnement, la violence, la cruauté fait partie des méthodes de répression. Donc, mes amis, notre tâche dans cette affaire, ça va être évidemment de participer à toute forme de lutte qui se met en place pour le maintien, le droit à la dignité. Parce que c'est de ça dont on parle. Il ne s'agit pas, on n'est pas en train de faire, comme il dit, défendre l'abondance. Parce que d'abondance, il n'y en a jamais eu. Ni dans la nature, il y avait le gaspillage. Ni dans la vie des gens, la seule abondance qu'il y a, c'est ceux qui se sont remplis les poches en aussi peu de temps, puisque en 2 ans, les milliardaires français ont gagné autant de fric que pendant les 23 années précédentes. D'accord? Donc chez eux, c'est l'orgie, quoi. Hein? Ouais, non mais vous faites bien de les huer, parce qu'il y a une limite à tout. Hein? Même le fait d'être riche n'excuse pas le fait qu'on soit devenus des pillards. Et c'est ce qu'ils sont devenus. Ils sont à la charge de la société. Nous avons des riches qui nous coûtent trop cher. On voudrait avoir des riches qui nous coûtent moins cher.
On voudrait avoir des patrons qui nous coûtent moins cher. Parce que comme il y a des ouvriers qui coûtent moins cher, on aimerait avoir des patrons qui coûtent moins cher. Les riches de notre pays vivent au-dessus des moyens de notre pays. Voilà, je vous les retourne toutes une par une. Hein. Et n'ayez pas de honte à le faire, hein, parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Et comme l'a dit une fois, vous voyez, je ne vais pas vous citer Karl Marx, mais Josiane Balasco. Bon, et ben alors on lui disait, alors quoi madame, vous venez défendre le logement, vous qui êtes riche et tout, et elle a dit une parole magnifique. Elle a dit, la morale, ça peut pas être profite et tais-toi. Non, la morale, c'est que si toi, tu es en état d'avoir des moyens, du temps et de l'argent, alors c'est toi qui as le plus de raisons de te mettre au service des autres et d'y passer ton temps. Donc, avec le secteur des luttes, que ces deux-là animent et quelques autres, mais notamment Saint-Juravert, qui est dans toutes les luttes, toutes les actions, partout, tout le temps, toute l'année. Et puis Julie et bien d'autres camarades. L'espace des luttes insoumis, je vous appelle à les aider, à le renforcer. Tous les combats qui auront lieu dans le pays, quels qu'ils soient, les insoumis doivent être en première ligne. Si vous êtes dans la boîte, vous faites comme les autres. Si vous n'y êtes pas, c'est vous qui organisez la solidarité. C'est vous qui venez taper dans l'épaule des copains qui sont en lutte, des femmes et des hommes qui sont là. Parce que comme l'a dit Julie, on se transforme, mais la lutte, c'est dur. Il faut dire les choses comme c'est. La plupart du temps, les gens, ils font rien. Ils s'occupent de leur vie. Mais bon, ils sont bien contents qu'il y en ait qui fassent le boulot. Le syndicaliste du coin, la râleuse de service, et ainsi de suite. Et puis, quand ça va plus, alors là, ils viennent tous, et ils disent, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, alors, le camarade, il te dit, ou la camarade, elle te dit, il a toujours quelque chose au début à dire. Hein. Et puis, le deuxième jour, tu te dis, ben, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et ainsi de suite. Et puis, la charge sur le syndicaliste, sur le camarade, elle est énorme, énorme. Et quand je dis énorme, je vais vous parler des copains qui craquent en route. D'accord? Je me rappelle à Caterpillar, le camarade qui, lui, il a passé l'arme à gauche, comme on dit. Hein. Et ses copains qui étaient là, tout le monde était effondré. Et ainsi de suite. Protégez les syndicalistes, protégez les lanceurs d'alerte et les lanceuses d'alerte. Entourez-les d'affection, d'amitié, d'aide. Renseignez-vous pour savoir. Parce que le gars ou la fille ne va pas vous raconter sa vie. Mais si ça se trouve, la lutte, elle tombe au pire moment pour lui ou pour elle. C'est déjà la merde à la maison et en plus, tu te retrouves avec un truc pareil sur le bras. Puis quand tu rentres à la maison, des fois, on te dit, bon, c'est pas fini votre truc. Bon, et qui c'est qui va payer la traite de la maison? On a besoin de la paye, etc. Vous le savez, ça, c'est la vraie vie. Hein, celle que vivent des milliers de gens. C'est pas mon cas, tout le monde le sait. Mais je suis passé par cette case-là aussi. Et c'est pas une raison pour ceux qui ne sont pas dans cette case-là de ne pas se soucier de ceux qui y sont. Aidez-les de toutes vos forces pour les aider à tenir bon, à continuer le combat. Parce que leur combat victorieux, c'est nous tous que ça sert. Voilà. Notre intérêt est qu'il y ait une bataille générale. Je vais vous le dire plus médiatiquement. C'est pas nous qui avons choisi l'affrontement. C'est lui. D'abord en refusant qu'on tranche par le vote des sujets que tout le monde comprend. On s'est tapé 5 semaines. Bien sûr, c'était grave, de la guerre d'Ukraine. Mais on avait aussi d'autres sujets à discuter. S'il avait bien voulu ouvrir ses oreilles, il nous aurait entendu lui dire, par exemple, que le cycle de l'eau était perturbé. On a commencé comme ça notre campagne. On lui a annoncé que ça finirait par des incendies. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Maintenant, on lui annonce que dans tout le sud-est de la France, il va tomber des trompes d'eau en septembre et en octobre. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. On lui a dit, puisque le prix de l'énergie augmente, allez voir les Algériens. Pour une fois, on aura une discussion égale, respectueuse de la dignité des Algériens. Et ce n'est pas notre sujet à nous d'aller discuter de savoir pour qui on aurait voté si on était Algérien. Il y a un gouvernement et c'est avec lui qu'on traite. Et ce gouvernement, nous devions traiter quoi? Échanger du pétrole et du gaz à des prix raisonnables contre des céréales à des prix raisonnables parce qu'ils ont besoin de céréales et nous, on a besoin de pétrole. Là-dedans, personne domine personne. Mais comme il n'écoute rien et qu'il n'y comprend rien et qu'il ne sait pas mener les affaires internationales autrement qu'en donnant des ordres et en méprisant les gens, on se retrouve dans une situation absolument folle où les Algériens, ils ont tiré leur épingle du jeu, qu'ils ont vu rappiquer les Italiens et ils leur ont dit, bah, ça dépend combien vous payez. Les autres, ils payent bien, très bien, on vous donne tout. Et nous, eh ben, rien. Voilà ce qu'on doit à ce monsieur le super intelligent. Voilà l'homme que c'est. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Et là, sur l'inflation, c'est pas faute de leur avoir dit.
Ça tournera mal si vous croyez que les gens vont se laisser dépouiller. C'est lui qui choisit de vous affronter. C'est lui qui décide par sa majorité relative, plus ses nouveaux amis d'extrême droite et de droite, de ne pas augmenter le SMIC comme ça se fait en Angleterre ou comme ça se fait en Allemagne, de 25 ou de 30%. Parce que c'est de ça dont on a besoin pour que les gens arrivent à avoir la tête hors de l'eau. C'est lui qui a décidé de ne pas le faire. C'est lui qui décide que le programme de son gouvernement, c'est de revenir sur la retraite à 63 ans, pour l'amener à 65 ou à 67. C'est lui qui décide de revenir sur le régime de l'assurance chômage, alors que déjà la moitié des gens ne touchent pas la moindre indemnité. Il a décidé de vous affronter. Et il s'amène avec son arrogance habituelle dire « l'ère de l'abondance est finie ». Mais pauvre ballot, l'abondance, il n'y en a jamais eu, ni dans la nature, vous êtes des irresponsables, ni non plus dans la relation sociale, parce que les gens, ils ne sont pas dans l'abondance. La masse du peuple français est dans la précarité, dans la pauvreté, dans la difficulté à joindre les deux bouts, même quand tu bosses, même quand tu as fait des études, même quand tu as une qualification. Tout le monde tire la langue sur cette poignée d'irresponsables. Alors, que ça soit moralement condamnable est une chose, mais il y a une deuxième raison, c'est qu'on a besoin de leur argent. Je leur conseille de le donner tranquillement. Voilà mon conseil. Parce que voilà ce qui va se passer. On va aller le chercher. Et ça, c'est la lutte. Bon. Avec ça, là. Alors, ils ont déjà commencé. Alors, vous allez être contre tout? Oui. Vous croyez que les Français n'auraient pas plutôt besoin d'amitié et de compromis? Oui, oui, tout à fait. Nous, on est d'accord pour l'amitié et le compromis et tout le reste, mais c'est eux qui payent. Voilà. Et on veut bien aller au resto avec eux, mais c'est eux qui payent. Ça doit être clair, d'accord? Vous n'avez pas à avoir honte de vous défendre. Vous n'avez pas à avoir honte, quand on vous agresse, de vous défendre. Vous êtes agressé socialement, vous êtes agressé écologiquement. Votre devoir, c'est de vous défendre. Et vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour le pays tout entier. Parce que quand ça brûle pour tout le monde. Parce que quand il y a des pauvres, on ne peut pas vivre heureux au milieu d'un océan de malheur. Voilà. Nous incarnons l'intérêt général humain. Et tant que j'en aurai la force, comme quelques autres ici, même si je me mets en retrait, je ne serai jamais en retraite. Merci beaucoup, Jean-Luc. On est là. Non, non. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour reprendre la citation qu'a pu dire Evelyne, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Quand depuis jeudi je vois autant de monde, je vois que vous donnez un exemple formidable pour les luttes futures. Sachez que le 29, à l'appel de 13 organisations syndicales, ça fait plus de 30 ans que je milite. Sur le plan syndical, sur le plan politique, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est un moment d'encouragement. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Avec cette lutte qui fait tache d'huile. C'était du jamais vu de ce côté de l'Atlantique. Donc je veux dire qu'il y a une mobilisation qui se fait au niveau des peuples et des citoyens. Est-ce que nous voulons construire, déjà depuis quelques années avec Jean-Luc concernant le Front Populaire? Oui, on va, je pense, quand je vois les exemples et les conférences qui se tiennent ici, on va avoir suffisamment de moyens et de paroles et d'hommes et de femmes qui soient suffisamment courageux pour pouvoir mener à bien cette mission de Front Populaire. Merci à toutes et à tous.